Bonjour et bienvenue à Aix-en-Provence. Dans le précédent épisode, vous avez pu découvrir l'exposition Jean Daret, peintre du roi en Provence, qui est visible au musée Granet jusqu'au 29 septembre, accompagnée de Jane McAvock, qui est la spécialiste de l'artiste et la commissaire scientifique de l'exposition. Et dans ce nouvel épisode, vous allez pouvoir découvrir les lieux aixois du parcours hors les murs qui complémentent la visite de l'exposition monographique au musée Granet, en découvrant notamment des œuvres conservées encore dans des églises aixoises. Et vous pouvez disposer de l'intégralité du parcours hors les murs et des 24 communes qui constituent le parcours hors les murs sur le territoire de PACA grâce au site gendaretenprovence.fr. Et je vous souhaite une bonne visite sur le territoire et sur les pas de Jean Daret. Bonjour, on se trouve maintenant dans l'hôtel de Château-Renard, rue Gaston de Saporta à Aix. C'est un hôtel particulier qui a été construit à partir de 1647 par l'architecte Pierre Pavillon pour Jean-François Desmarres, le baron de Château-Renard, d'où le nom de l'hôtel. C'est un hôtel qui se trouve donc dans l'ancien quartier de la vieille noblesse d'Aix-en-Provence. On est dans le nord, tout près de la cathédrale. C'est un quartier qui est très minéral, ce qui explique peut-être pourquoi Jean-François Desmarres a voulu créer un décor en trompe-l'œil pour agrandir l'espace grâce au jeu de perspective et au trompe-l'œil parce qu'il ne pouvait pas agrandir le terrain de son hôtel particulier. En fait, il n'avait pas non plus l'espace pour faire un jardin. Donc, la solution, c'est de peindre un jardin en trompe-l'œil qui se trouve derrière nous, avec une succession d'arcades, d'architecture, qui nous permet en fait d'agrandir l'espace. Ce mur-là, en fait, donne vers le nord, ce qui est un peu étonnant pour la vue du jardin. De l'autre côté, nous avons un mur en fait vers le sud. Malheureusement, il a perdu son décor. Nous sommes dans un espace entièrement couvert par du Jean Daret. Les murs, les plafonds et les parties arrondies en fait, qui font la transition entre la verticalité du mur et l'horizontalité du plafond, ce sont les voussures. Cette partie-là, en fait, tout est du Jean Daret et on est dans un espace uni. Mais pour revenir à l'histoire de l'hôtel lui-même, l'hôtel a été commencé en 1647 par l'architecte Pierre Pavillon. Pierre Pavillon est un architecte qu'on voit souvent en fait, sur les mêmes chantiers que Jean Daret, notamment l'hôtel Morel de Ponteves aussi, ou l'hôtel d'Espagné sur le cours Mirabeau, et certains projets comme des éléments de l'église de l'Oratoire. Ce décor date de 1654. On le sait parce que Daret a eu la gentillesse de signer et de dater ce décor. Donc, au niveau de la voussure, nous avons les représentations des arts libéraux et pour l'arithmétique, donc nous avons une série des chiffres et en bas 1654 qui est indiqué par la figure allégorique qui est en grisaille. Une grisaille, donc en fait, Daret a peint pour imiter la sculpture de pierre. Donc on a ça sur toutes les voussures, cette série des arts libéraux. Nous avons aussi la musique avec des poutis qui jouent de la musique et il y a un petit poutis particulièrement charmant dont la jambe dépasse. C'est un petit peu comme s'il avait besoin en fait de s'équilibrer pour jouer de son luth. À côté, nous avons aussi l'astronomie. Et on a aussi la peinture qui est considérée comme un des arts libéraux. Et un poteau est en train de peindre les armoiries de la famille de Jean-François Desmarres. Et puis enfin, nous avons la rhétorique et nous avons aussi la représentation d'un cadenas sur lequel, au lieu d'avoir des chiffres pour faire une combinaison, nous avons des lettres Desmarres, Daret. Daret, il signe son nom et on voit le nom du propriétaire de l'hôtel. Jean-François Desmarres a dû avoir l'idée de créer ce décor en trompe-l'œil, ou a dû avoir l'idée de demander à Daret de créer un décor au moment de la construction de l'hôtel, parce que les derniers prix faits pour la construction de l'hôtel datent de très peu
Il date en fait de 1653, donc peu avant l'exécution de ce décor, parce qu'on peut imaginer que Darré a dû travailler dessus pendant très longtemps. Nous avons aujourd'hui que 3 dessins préparatoires à ce décor. Nous avons un dessin préparatoire qui figure dans l'exposition, qui prépare le plafond dont je vais parler dans quelques instants, et puis 2 figures qui sont représentées sur des petits dessins, un dessin pour une des figures des voussures, qui est passé en vente, malheureusement la localisation n'est pas connue, et un autre dessin pour la figure d'Hercule, qui est une sculpture en trompe-l'œil, qui se trouve sur le côté nord de l'escalier. Donc on voit ce mélange des arts, de la sculpture en trompe-l'œil, de la peinture en trompe-l'œil aussi, et des éléments de détail, des figures charmantes. On a un perroquet dans une cage, sur le mur aussi devant l'arcade. Et quand on monte l'escalier au début, on est surveillé par un jeune garçon qui tire un rideau pour nous regarder. Ce jeune garçon est peut-être le portrait d'un des enfants de Jean d'Arrey, parce qu'en 1655, on le retrouve dans un tableau, une représentation de l'éducation du Christ, donc une sainte famille, où les traits du Christ, en fait, sont les traits de ce jeune garçon. Pour continuer la description de cet escalier, donc j'avais dit que nous sommes dans un espace qui est entièrement peinte et entièrement inventée par Jean d'Arrey. En bas, au rez-de-chaussée, il y avait un décor qui est malheureusement perdu, où on avait des représentations du Parnasse avec la figure d'Apollon, par exemple. Et puis, les murs ont été peints pour représenter de la pierre. Et de temps en temps, comme c'est toujours le cas avec d'Arrey, qui aime bien jouer les petits jeux, des petites marques où la pierre est utilisée, il y a des brèches, il y a aussi de temps en temps des clous qu'on retrouve. Donc en fait, c'est vraiment ce jeu de Jean d'Arrey qui aime bien montrer des petits détails assez charmants. On l'a vu sur les tableaux dans l'exposition et on le revoit ici. On revoit aussi des jeux de perspective avec ces niches en trompe-l'œil qui se trouvent à différents niveaux de l'escalier, et puis ces fenêtres. Les fenêtres sont assez intéressantes aussi parce que cette idée de montrer des fenêtres en trompe-l'œil, et aussi même le garçon qui porte des vêtements contemporains, ça peut montrer une influence italienne, mais aussi nordique. Cette idée de tableau où on voit quelqu'un qui tire un rideau pour regarder le spectateur, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, par exemple, dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Pour les origines de cet escalier, la question a fait couler beaucoup d'encre. Les spécialistes ne sont pas d'accord. Certains spécialistes ont trouvé une origine parisienne et d'autres spécialistes ont trouvé une origine italienne. Et il faut dire que d'Arrey, comme on l'a vu aussi dans l'exposition, il mélange les influences. Il tire certains éléments d'une source et d'autres d'une autre source. C'est le cas par exemple pour la conversion de Saint-Paul qui s'inspire de la gravure de Laurent de La Hire, mais il y a aussi une citation directe de Rubens dans le tableau. Donc ici, cette idée d'avoir un espace uni semble assez unique. Peut-être que c'est quelque chose qui vient de l'Italie. La succession de plans, cette idée d'architecture de pierre assez claire qu'on voit sur le mur nord, une succession des espaces, et quelque chose aussi qu'on peut trouver dans les décors de Colonna in Italie qui ont décoré le Palazzo Spada à Rome dans les années 1630. Peut-être Darrey a pu le voir à ce moment-là. Ils ont aussi décoré de nombreux palais, notamment le Palazzo Pitti à Florence et des palais à Bologne. Il est possible aussi que Darrey soit retourné en Italie dans les années 1640, à la fin des années 40 ou au début des années 1650, et là il aurait pu voir en fait ces décors. Malheureusement, on n'a pas de datation précise pour ce séjour. Et pour l'influence parisienne, c'est un petit peu plus compliqué. C'est peut-être dans la succession des espaces au niveau du plafond. Là, en fait, Darrey s'est inspiré directement d'une publication parisienne, La perspective pratique, dont le 3e tome est sorti en 1649. Et Darrey, pour la création des successions des espaces, il a utilisé cette publication. Donc, on voit par exemple des tritons. On est sous une architecture. Au-dessus de cette architecture, on a une balustrade qui s'ouvre sur un espace, un ciel ouvert. Ce ciel aujourd'hui est très très sombre. Nous avons vu que malheureusement parfois il y a des problèmes en fait de conservation, notamment les bleus chez Darrey. Dans beaucoup de cas, sont partis, il y a eu des réactions chimiques, et c'est le cas en fait de ce ciel ici. Mais on retrouve en fait cet amour de Darrey pour la peinture de fleurs, des fleurs qui sont représentées de manière très détaillée, les pots de fleurs, et ce jeu de perspective aussi qui est très correct, qui est tiré de la gravure de la perspective pratique. Un élément qui est assez intéressant aussi dans ce plafond, c'est que les murs bien sûr sont de pierre, les voussures, donc les parties où on voit les arts libéraux, sont de bois.
Et ce panneau central avec le ciel ouvert et cette balustrade est une huile sur toile. Donc c'est un élément qui a pu être peint par Daret dans son atelier et puis apporté ici et installé ici. C'est un élément du décor qui malheureusement est en très mauvais état. La restauration qui s'est terminée une semaine avant le vernissage de l'exposition Jean Daret était un projet important de grande envergure et on a pu mettre en valeur les reliefs, faire un nettoyage, mais il y a des problèmes techniques en fait dans cet escalier et aussi des problèmes structuraux qui ont empêché une restauration fondamentale. Parfois, il vaut mieux restaurer peu et bien que d'aller trop loin et peut-être prendre trop de risques. Et c'est le cas dans le décor ici. Sur les murs, j'ai parlé des niches avec des sculptures en trompe-l'œil. Donc là encore, nous avons cette idée de grisaille. L'artiste a peint pour donner l'impression de sculpture. Sur le mur de gauche, quand on monte la première rampe, nous avons la figure d'un empereur romain qu'on n'a pas pu identifier. En fait, il n'y a pas assez d'indications pour nous permettre d'identifier lequel c'est. Nous avons la figure de Salomon. Et puis au niveau des voussures, nous avons des ouvertures en trompe-l'œil vers un ciel. Donc là encore, la couleur bleu du ciel s'est dégradée. Nous avons des figures de Mercure, nous avons Athéna, nous avons la figure d'Apollon et nous avons une dernière figure qui est certainement un Pallas, mais qui pose des questions même encore aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant avec ce décor, c'est que malgré le fait qu'il a passionné de nombreux spécialistes, il reste encore énormément de questions. Et peut-être qu'avec cette exposition et les grandes manifestations aujourd'hui sur Jean Daret, peut-être que les spécialistes vont pouvoir l'intégrer dans le corpus des décors peints et en discuter un petit peu plus. Le décor de l'hôtel de Château-Renard, pour moi, est un aboutissement en fait, de ce qu'on a pu voir dans l'exposition de Jean Daret. Son intérêt pour les détails qui sont charmants, son intérêt aussi pour les jeux de trompe-l'œil. Il y en a beaucoup dans les tableaux. Son intérêt aussi pour la représentation de l'architecture qu'on voit sur de nombreux tableaux religieux. Ici, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. C'est tout ce qu'on connaît en fait. C'est le seul décor qu'on connaît de manière sûre de Jean Daret. On sait qu'il a reçu beaucoup d'argent pour faire des décors dans l'hôtel Morel de Ponteves et on connaît aujourd'hui un plafond, mais c'est un plafond à la française à poutres et solives. Est-ce qu'il a pu faire d'autres décors de ce type? Ce n'est pas impossible. Il faut dire que le décor de l'hôtel de Château-Renard était très, très connu, surtout au XIXe siècle, parce que le bureau de bienfaisance de la ville d'Aix se trouvait dans l'hôtel de Château-Renard, et donc les gens qui venaient au bureau, ils voyaient l'escalier. Et même au début du XXIe siècle, on pouvait passer, on voyait des gens passer d'un bureau à l'autre. À l'époque, en fait, les administrations de la ville siégeaient dans cet hôtel. En conséquence, quasiment tous les décors peints, tous les plafonds peints de la ville d'Aix-en-Provence ont été attribués à Jean Daret à un moment ou à un autre. Même des décors dans des hôtels particuliers qui ont été construits ou rénovés à partir des années 1670. Daret n'a pas pu y travailler, étant mort en 1668. Mais pour l'instant, on ne connaît aucun décor de cette envergure. En revanche, le décor de la chapelle de l'association de la Sainte Famille, qui comprenait donc les 6 tableaux que nous avons dans l'exposition, les tableaux cintrés de figures de saints. Nous connaissons aussi une des compositions du plafond, qui est aussi, comme ici, une ouverture vers un trompe-l'œil. Là-bas, c'est vers un autre espace intérieur. On a des descriptions qui décrivent aussi des balustres en haut de cette chapelle. Peut-être que ce décor n'était peut-être pas de la même envergure, mais c'était un décor aussi qui a l'air d'avoir été plus ou moins entièrement en trompe-l'œil. Malheureusement, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas de témoignages directs ou nous n'avons pas assez d'informations dans les descriptions qui subsistent aujourd'hui. Cet escalier est aussi célèbre parce qu'en 1679, Pierre-Joseph de Hache a écrit un guide de la ville d'Aix-en-Provence et il donne une description très détaillée de ce décor. C'est utile parce que nous avons perdu toute la partie sud du décor, donc le mur sud. Aujourd'hui, nous avons 2 fenêtres au premier étage. Ce décor continue en fait sur ce mur-là et aussi au rez-de-chaussée. Donc nous avons des descriptions qui nous permettent en fait d'avoir une idée du décor en entier. Mais cet auteur aussi nous donne une petite indication charmante, mais qui est très précieuse. Selon lui, Louis XIV, quand il est venu à Aix au printemps de 1660, était logé
dans l'hôtel de Château-Renard et il a demandé en fait à ses employés, à ses gardes-corps, comme il le dit, de faire attention de ne pas endommager ce bel escalier. Ce qui est assez exceptionnel parce que malgré le fait que Louis XIV soit l'auteur de Versailles, on a peu de citations directes de lui concernant les œuvres d'art. On pense que peut-être Louis XIV avait gardé le souvenir de ce bel escalier décoré quand il a commandé l'escalier des ambassadeurs, le grand escalier qui malheureusement a été détruit sous Louis XV à Versailles. Ce chef-d'œuvre de Jean d'Arrey a pu être restauré dans le contexte de l'exposition Jean d'Arrey et avec le billet de l'exposition, on peut aussi accéder à cet escalier. Ou on peut prendre un billet jumelé avec le musée du VX qui a organisé une exposition sur Aix au grand siècle qui continue jusqu'en janvier 2025. Donc vous avez le temps de venir apprécier le décor de l'escalier de l'hôtel de Château-Renard et d'avoir une vision plus large sur les autres arts, la musique, la littérature, les décors éphémères, etc., qui sont évoqués dans cette exposition. L'escalier de l'hôtel de Château-Renard va rester ouvert sous la gestion du musée du Vieil-Aix. Il sera ouvert et accessible et va devenir un des sites incontournables de la ville d'Aix pour l'avenir. Le visiteur peut poursuivre sa visite dans la ville d'Aix en visitant 3 églises qui font partie du hors-les-murs de l'exposition Jean d'Arrey. La première, c'est la cathédrale Saint-Sauveur, la deuxième, c'est l'église du Saint-Esprit, et la troisième, c'est l'église Saint-Jean de Malte, qui se trouve juste à côté du musée Granet. Donc la cathédrale Saint-Sauveur, bien sûr, une église magnifique, très importante, qui d'habitude abrite 2 tableaux de Jean d'Arrey, le Christ en croix, qui est la première œuvre de l'exposition Jean d'Arrey, difficilement visible parce qu'habituellement accroché en hauteur, et la Seine, qui est le dernier tableau de Jean d'Arrey, qui se trouve au fond de la première nef, la nef du Corpus Domini de la cathédrale. C'est un tableau donc très important parce que c'est le dernier tableau de Jean d'Arrey qui était l'objet d'un désaccord avec le commanditaire après la mort de l'artiste. Il a fallu faire une estimation par d'autres artistes pour décider de ce qu'il fallait faire du tableau et malheureusement le commanditaire n'était pas d'accord avec l'estimation de 200 livres qui a été donnée par les artistes, dont Renaud Levieux et Nicolas Pinson. Ce tableau est assez intéressant, c'est une composition verticale. On voit la table de la scène en biais, avec les figures aussi qui sont assez mouvementées. Sur le plan stylistique aussi, il est un petit peu différent. La manière de peindre les visages est un petit peu différente. Et en effet, il est certain qu'un autre artiste a dû achever le tableau. Il y a d'autres détails comme le chien au tout premier plan qui est très difficile à voir, qui montre aussi la trace en fait de la couche de préparation ocre qu'on retrouve par exemple sur le tableau de la Sainte Famille avec Sainte Anne qui vient de l'église d'Apt. Un autre tableau qui est plus ou moins inachevé, donc un tableau de la fin de la carrière de l'artiste. Quand on a commencé à organiser l'exposition Jean d'Arrey, on avait espéré que l'église de la Madeleine à Aix allait rouvrir. Donc les 3 tableaux de Jean d'Arrey qui sont habituellement accrochés dans cette église ne figuraient pas sur les listes des œuvres pour l'exposition, à part le Don du Rosaire qui est un tableau particulièrement important. Finalement, le bienheureux Salvador de Horta a intégré l'exposition, mais le 3e tableau de Jean d'Arrey qui habituellement est accroché dans cette église, la Sainte Thérèse, recevant les signes de son ordre, a été exclu. C'est un des tableaux les plus grands de d'Arrey, donc un peu difficile à accrocher dans l'exposition. Et en fait, on a pu le mettre en dépôt dans la cathédrale. Ce qui était d'autant plus important parce que le tableau a été restauré au CICRP, donc avec les autres tableaux de Jean d'Arrey. Et grâce à cette restauration, on voit beaucoup mieux ce jeu d'architecture, l'importance de l'architecture, notamment dans le fond. On voit aussi les ciels encore dégradé de Jean d'Arrey dans cette partie de la composition. La figure de Saint-Joseph aussi qui tient en fait le manteau que va recevoir Sainte Thérèse et la figure de la Vierge dont les proportions semblent un petit peu bizarres, peut-être parce que le tableau devait être destiné à être accroché en hauteur. Le tableau a reçu aussi un agrandissement, certainement au XVIIIe siècle, quand l'ordre pour lequel le tableau a été commandé, les Carmes des Chaux, l'ordre a déménagé au XVIIIe siècle et c'est peut-être à ce moment-là que le tableau a reçu la partie supérieure qui est un petit peu vide par rapport aux autres parties de la composition. Donc on est très heureux de pouvoir le montrer à la cathédrale Saint-Sauveur.
L'architecture de l'église du Saint-Esprit est particulièrement intéressante. C'est l'œuvre de Jobert et Vallon, deux architectes importants du début du XVIIIe siècle, qui ont aussi reconstruit l'église de la Madeleine et aussi l'église de Lambesc, donc l'église de Lambesc où se trouve habituellement la mort de Saint Joseph de Jean d'Arrêt. Dans cette église, nous avons deux tableaux de Jean d'Arrêt. Nous avons la Vierge intercédant pour les âmes du purgatoire. C'est un tableau donc un petit peu difficile à voir parce que, comme vous voyez, il est accroché en hauteur. Ce tableau provient de l'ancienne église de la Madeleine, donc l'ancienne paroisse de la Madeleine. Cette église a été démolie sous la Révolution et la paroisse de la Madeleine a été transférée dans l'ancienne église des Dominicains. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'église de la Madeleine, c'est l'ancienne église des Dominicains. L'autre tableau, en fait, dans cette église est la Pentecôte. C'est la partie centrale du retable, l'ancien retable de Maître-Autel de l'ancienne église du Saint-Esprit. Ce tableau était accompagné par deux autres compositions de Jean d'Arrêt, un baptême du Christ et une annonciation. Malheureusement, ces deux autres tableaux ont été perdus depuis la Révolution. C'est un tableau qui date de 1653 et on voit, comme sur l'annonciation de Saint-Martin de Palière qui est visible dans l'exposition, D'Arrêt s'inspire d'une gravure de Philippe de Champaigne, des heures de Port-Royal. On voit aussi son intérêt, comme toujours, pour l'architecture dans le fond, et cet espace plus ou moins un petit peu vide au premier plan, peut-être parce que le tabernacle en fait, du Maître-Autel se trouvait à cet emplacement. On voit la figure de la Vierge et les différentes figures aussi des apôtres qui reçoivent en fait le don du Saint-Esprit. Voilà, donc le thème est en accord avec le retable. Donc D'Arrêt aussi dessinait le retable dans lequel ce tableau et les deux autres ont été installés, mais malheureusement, ce retable est perdu depuis la Révolution. On se trouve maintenant à l'église Saint-Jean de Malte, où plusieurs tableaux importants du XVIIe siècle sont accrochés. Il a fallu faire un choix pour la partie hors les murs. On aurait pu choisir des œuvres de Gilles Garcin, dont deux exemples se trouvent dans cette église, mais nous avons choisi en fait le don du scapulaire de Nicolas Mignard pour deux raisons. Nicolas Mignard, un artiste très important bien sûr, un artiste dont nous avons des œuvres dans l'exposition, mais aussi un dessin préparatoire pour le même sujet, mais pas pour la même composition qui se trouve dans l'exposition. Donc voilà pourquoi on a voulu mettre le lien direct avec l'exposition. Notre choix était les trois tableaux de Nicolas Pinson, trois tableaux qui attendent d'être restaurés, qui sont des compositions en hauteur, comme vous voyez. Donc la crucifixion, le jugement de Salomon et le Christ et la femme adultère. Alors vous voyez que ces tableaux ont des proportions un petit peu bizarres, ils sont très étroits et très hauts. Et en fait, ce sont des tableaux qui se trouvaient dans la même salle que l'énorme justice de Trajan, qui se trouve dans la dernière salle de l'exposition Jean d'Arrêt. Donc ils font partie de ce décor qui a été commandé dans un premier temps à D'Arrêt, mais D'Arrêt n'a pas pu l'exécuter parce qu'il est mort. Donc Nicolas Pinson les récupère. Et ces trois tableaux sont hauts et étroits parce qu'ils se trouvaient entre les fenêtres dans la même pièce. Donc c'est le grand chambre du Parlement de Provence au Palais Comtal. Après avoir visité les églises d'Aix, aussi il y a une exposition sur Aix au grand siècle au musée du Vieil Aix qui fait partie du hors les murs. Et vous pouvez prendre la route, aller vers l'est, dans le Var et visiter Pignan, petit village qui a la chance d'avoir deux tableaux. Donc la grande Assomption de Jean d'Arrêt qui est dans l'escalier de l'exposition et un deuxième tableau, Notre-Dame des Roses, qui se trouve accroché derrière l'autel. Puis vous pouvez continuer à Aups, dans le Var, à Varage, où vous pouvez voir des œuvres qui sont en rapport avec D'Arrêt, qui sont soit des copies ou des pastiches d'après D'Arrêt, et puis à Pontevès, deux tableaux de Michel d'Arrêt, le fils de Jean d'Arrêt, qui viennent d'être restaurés, qui viennent de retrouver leur emplacement d'origine. Donc Pontevès, un village important aussi pour Jean d'Arrêt, parce qu'il a décoré le château. Malheureusement, rien ne subsiste de ce décor.
Sinon, vous pouvez aller vers l'ouest, vous pouvez aller à Martigues, la Venise de la Provence, pour visiter la chapelle de l'Annonciade, et vous pouvez aussi visiter des églises où vous trouverez des œuvres aussi de Michel Darès et aussi de Pierre Bainville. Vous pouvez aussi prendre la route vers Lambesc pour retrouver un tableau de Nicolas Mignard et de Renaud Le Vieux, à Salon pour le très beau Jean Darès qui se trouve à l'église Saint-Michel, à Cavaillon où il y a une exposition sur les trésors baroques de la cathédrale de Cavaillon, dont la Pietà de Jean Darès, plusieurs œuvres aussi de Nicolas Mignard, de Pierre Mignard, le grand Pierre Mignard qui devient par la suite directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et d'autres artistes et des sculpteurs. Puis, dans le Luberon, vous pouvez visiter Oppède, Ménherbe, Beaunieu, qui est un très beau tableau de Nicolas Mignard qui vient de retrouver sa place à l'église basse, un tableau qui vient d'être restauré. Et puis enfin, à Apt, où un tableau de Jean Darès qui a été découvert pendant l'organisation de l'exposition, puis des œuvres de la famille Delpech, toute une série de tableaux, et aussi un tableau du début de la carrière de Nicolas Mignard. Donc vous avez de quoi faire en visitant la région pendant cet été. Et n'oubliez pas que l'exposition Jean Darès, peintre du roi en Provence, continue jusqu'au 29 septembre 2024 au Musée Granet.